C'est un jour spécial pour la communauté chrétienne du Burkina. Ce jour représente la résurrection du Christ. Il marque la fin du carême chrétien. C'est aussi une période très importante pour la communauté musulmane qui observe le jeûne de Ramadan depuis le 23 mars 2023. Christ est ressuscité, c'est la Pâque. Bonne célébration à tous. Nous avons aussi une pensée pieuse pour toutes ces personnes innocentes qui ont été victimes d'actes de représailles par les groupes armés terroristes à Kourakou et Tondobi dans la province du Sénou. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission 100% Info de ce 9 avril 2023. La semaine qui s'achève a été marquée par des actions offensives menées par les forces combattantes contre les groupes armés terroristes, le ravitaillement de localités, les passations de commandement au sein de l'armée, mais aussi la validation de l'avant-projet de loi portant code de l'information au Burkina Faso. Dans le débat de ce soir, très chers téléspectateurs, nous allons parler société avec le taux élevé de divorce enregistré en 2022 au Burkina Faso. C'est tout de suite dans le débat. 3681 mariages célébrés en 2022, dont 3340 mariages monogames et 341 mariages polygames. Ces chiffres émanent de la mairie centrale de Ouagadougou. Parallèlement à cela, la justice burkinabé a aussi dévoilé le bilan de l'année 2022 en ce qui concerne les divorces. Et on note 1590 divorces au cours de l'année 2022, soit 133 divorces par mois. Qu'est-ce qui justifie ces statistiques en ce qui concerne bien sûr le divorce? Nous allons tenter des pistes de solutions avec nos invités présents sur ce plateau. À ma droite, je reçois pour vous Ousmane Nana. Il est le chef de service de l'état civil à la direction de la population et de l'état civil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. On dit également bonsoir et bienvenue au docteur Aloïs Kaboré qui est spécialiste de douleur psychosomaticien. Bonsoir et merci d'être là. Merci madame. Alors fidèles téléspectateurs, le décor il est campé. Sans plus tarder, je m'adresse à Ousmane Nana. Est-ce que ces statistiques sont les mêmes que vous avez repérées? Oui, nous avons eu en 2021 2947 célébrations de mariage et en 2022 3681. Donc en 2022, au niveau des polygames, on a 429 et au niveau de la monogamie, on a 4518. C'est ça? Et en 2022, au niveau de la polygamie, on a 341 et au niveau de la monogamie, on a 3340. C'est ça. Voilà. Alors, docteur Aloïs, pour vous, c'est quoi les fondements d'un couple? C'est un projet de vie voulu par Dieu, scellé par Dieu. Donc, si vous voulez, c'est une volonté de haut niveau de Dieu et qui caractérise, si vous voulez, l'amour de Dieu pour l'être humain, créé à son image. Alors pour vous, Dieu est au centre d'une vie de couple? Si vous voulez, Dieu est couple. Donc vous venez de parler de la Pâque. Vous avez le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je ne sais pas pour vous faire une catéchèse, mais en réalité, le couple représente cette trinité en réalité. Donc la vie de couple est de haut niveau. D'accord. Mais pour la société burkinabé, Ousmane Nana, oui. Pour vous, qu'est-ce qui peut constituer le fondement d'un couple? Bon, le fondement d'un couple, comme mon prédécesseur vient de le dire, ce que je peux ajouter, même si vous remarquez, dès le commencement, Dieu a créé Adam et Ève, c'est déjà un couple. Donc ça veut dire que normalement, l'homme et la femme doivent être ensemble. Voilà. Alors moi j'allais peut-être, je m'attendais plutôt à ce que vous dites que les fondements d'un couple c'est l'amour, c'est l'entente, c'est la vision commune. J'ai répondu madame, Dieu c'est l'amour, Dieu est amour et le couple est l'image de Dieu. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, on ne peut pas s'unir en dehors de Dieu, donc en dehors de l'amour, ce n'est pas possible. Vous avez évoqué les divorces, justement c'est parce que c'est en dehors de l'amour de Dieu et en dehors de l'amour. Donc le fondement du couple, c'est l'amour. Donc Dieu.
D'accord. Et est-ce que la jeunesse d'un couple peut s'avérer être une erreur ou une bonne chose? Ça dépend. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est la société qui est très malade et qui désoriente la jeunesse, tout simplement. Vous êtes du même avis? Oui, c'est du même avis. C'est la société et l'individualisme surtout, voilà, qui provoque les problèmes. Sinon, la jeunesse du couple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Un couple qui a 20 ans, est-ce que c'est... Si ils ont reçu une bonne éducation, je crois que ça peut aller. Vous allez trouver des couples qui ont eu 40 ans, qui se sont mariés en une année et se séparent en même temps. Ce n'est pas l'âge qui fait le foyer. C'est la maturité d'esprit. Et l'amour que vous avez pour l'autre également. Alors, quel est l'âge légal pour contracter un mariage au Burkina? Bon, pour l'homme, il faut plus de 20 ans. Et pour la femme, plus de 17 ans. Voilà. C'est à moins que ça, c'est des cas exceptionnels. D'accord. Alors, je reviens à Dr Héloïse. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sein de la société burkinabé, en ce qui concerne la vie de couple pour commencer, est-ce que les conjoints, pour dire ainsi, prennent le temps de se découvrir réellement? Non, malheureusement. C'est toute l'erreur comme ça. Les gens s'unissent avec beaucoup de fragilité, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils rentrent dans le mariage sans véritablement se connaître. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut que ceux qui contractent les mariages, avant de se marier, qu'il y ait au moins une évaluation psychologique. C'est-à-dire que l'on comprenne qu'est-ce que l'un ou l'autre porte comme charge dans sa vie. Et si on venait à découvrir qu'ils ont des problèmes de fragilité, on les interroge d'abord, c'est-à-dire qu'on soigne avant le mariage. Les gens entrent dans le mariage avec des fragilités, avec déjà, si vous voulez, boiteux. Voilà. C'est-à-dire des fragilités individuelles, psychologiques ou des fragilités sociales? De tous les secteurs de la vie, tous les domaines de la vie sont touchés aujourd'hui. Quand sur le plan social, spirituel, humain, la maturité dont vous parlez, les gens ne sont plus vraiment bien préparés pour le mariage. Et ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on connaît suffisamment l'homme? Est-ce qu'on peut quantifier le temps qu'on doit prendre pour connaître quelqu'un avant de s'engager? Si vous voulez, nous préconisons 3 ans de cheminement avant le mariage. Oui, on peut se connaître oui, avant le mariage. Et on doit se connaître avant le mariage. Sinon, on a les conséquences que vous avez citées. Voilà. Le frère vient de dire quelque chose de beau. Voilà. Se connaître avant le mariage, est-ce que c'est normal? Et c'est ça durcit le couple même. Ça permet de mieux se comprendre. Alors que si vous vous mariez, vous vous voyez en 2 semaines, 1 mois, vous voulez vous marier, vous ne vous connaissez pas assez et ça risque de créer des problèmes après. Alors que si ça prend du temps, ça permet à l'homme de connaître mieux la femme et la femme aussi de connaître mieux l'homme avant de s'engager. Mais dans se connaître avant le mariage, comment est-ce que cela se fait? Est-ce que c'est le fait de se côtoyer quotidiennement? C'est le fait de partager des espaces en commun? C'est une étude, c'est un cheminement qui implique, si vous voulez, les parents, qui implique les leaders religieux, qui implique ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on se côtoie, on essaie de se connaître, on se parle, on s'étudie tout simplement. Et avant le mariage, c'est ça, se connaître. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui où c'est, comme le frère vient de le dire, c'est qu'on saute déjà coq à l'âne, ça ne va pas donner. Mais on a vu des études qui durent près de 40 ans, 50 ans avant le mariage. Des études, pour parler comme le docteur Héloïse qui dit qu'il faut s'étudier. On a vu des couples qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, mais qui vivent en concubinage pendant plus de 10 ans. Mais c'est rare quand même. Mais ça existe. Ça existe. Mais bon, il y a toutes choses, il y a des exceptions. Hein. Dans toutes choses, il y a des exceptions. Il y a des gens, ils disent qu'ils vont se marier par fini avec l'âge. Je vois que bon, ça ne sert à rien de se marier. On vit ensemble, il n'y a plus rien. Donc, par contre, il y a d'autres aussi, le mariage est très primordial dans leur vie. On ne peut pas vivre pendant 10 ans même sans se marier, ça risque de créer des problèmes. Par contre, sur d'autres personnes, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais vous conseillez aux gens de se marier? De se marier, normal. Parce que le mariage, ça aide beaucoup.
et ça permet une certaine stabilité dans le couple. Voilà. Je vais ajouter quelque chose. Alors, en fait, le frère parlait d'une vingtaine d'années pour se marier. Si vous durez trop, en fait, vous finissez par faire ce qu'on appelle le mariage de raison. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, par exemple, au niveau de la fille, dès que la fille voit ses menstrues, pour le cerveau, contrairement à ce que nous pensons, que c'est les hommes qui vont vers les filles, en fait c'est la fille qui attire les hommes à partir dès qu'elle voit ses menstrues. Le cerveau apprête le mariage en activant un système chez elle qui fait venir automatiquement les garçons. Et si la fille, par exemple, à cause des études, rejette le mariage, jusqu'à l'âge de 25 ans, le cerveau va désactiver ce système maintenant et basculer vers ce qu'on appelle la raison. Donc la passion va partir maintenant pour laisser la place à la raison. Et c'est ça qui fait que souvent, les mariages dont le frère parle ne durent plus. Donc je pense que tout s'étudier jusqu'à quand même 5 ans, 10 ans, ce n'est plus se connaître, c'est autre chose maintenant. mais vous voyez souvent des couples qui vivent en concubinage, comme je l'ai dit, depuis 20 ans, 30 ans, et qui décident un jour comme ça d'officialiser leur union. N'est-ce pas? Oui, ça arrive beaucoup même. Tout récemment, on a eu des mariages, des gens qui ont des soixantaines, qui ont duré plus de 40 ans, qui sont venus se marier. Mais quand c'est comme ça, c'est une nécessité pécuniaire qui les pousse à venir. Parce que si l'homme travaille et il part à la retraite, il voit la nécessité de se marier pour pouvoir avoir certains avantages. C'est la même chose pour la femme. Sinon, des fois, après 40 ans, 50 ans, les gens ne s'intéressent plus à ça. Alors, on poursuit toujours sur le mariage avant d'en arriver au divorce, qui est l'une des conséquences, bien sûr, du mariage. En ce qui concerne le mariage, souvent, on a des difficultés liées justement au choix du domicile, du conjoint, du couple, autant pour moi. Et au même, il y a la question du travail, permettre à l'un ou l'autre partenaire de travailler. C'est souvent des difficultés que rencontrent certains couples. En fait, contrairement à ce que nous croyons, et si la parole m'est adressée, nous pensons que c'est nous qui choisissons notre conjoint, c'est vrai, mais en réalité, c'est plus que ça. La femme que vous avez à la maison, en fait, c'est l'œuvre de votre grand-père, en fait, ou l'homme que vous avez à la maison, c'est l'œuvre de votre grand-mère. Déjà pour vous dire que le choix, quand on parle de difficultés, c'est parce que les gens ne s'écoutent pas. Par exemple, le jour que vous avez rencontré votre mari ou votre femme, les yeux vont scanner la femme comme ça, à votre cerveau, qui dispose seulement de 3000 millisecondes, s'il vous plaît, pour voir si ce type de femme est déjà fiché dans votre cerveau à cause du vécu de votre grand-père par un phénomène qu'on appelle le stimulus du cerveau. Ça veut dire que quand vous êtes né, la femme que vous allez... la femme qui sera votre femme là est déjà dans votre cerveau. Si par exemple vous dites, ah, voilà la mère, celle-là sera la mère de mes enfants. Ça veut dire que vous avez maintenant affirmé que c'est vraiment, je viens de la rencontrer. Si votre grand-père est toujours en vie, il y a une réaction à son niveau. Et si, par exemple, si nous sommes à l'heure du téléphone, vous allez voir qu'il va vous téléphoner. Si vous dites, ah, qu'est-ce qu'il y a mon petit? Vous lui dites, je viens de trouver une femme qui sera la mère de mes enfants. Le grand-père va rectifier en disant, ce n'est pas la mère de tes enfants, c'est la mère du clan. C'est-à-dire que cette femme-là, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tout le monde. Pour dire que tout simplement, la femme que vous avez présentement, c'est l'œuvre de votre grand-père par un phénomène qu'on appelle le projet sang de votre papa. C'est-à-dire que le choix, en fait, il n'y a même pas de problème. C'est parce que la société est tellement désorganisée. Sinon, dès que vous avez l'âge seulement de vous marier, en fait, naturellement, la femme vient. Dès que vous avez l'âge de vous marier, naturellement, l'homme vient. C'est parce que la société a désorganisé les choses. C'est votre grand-père qui demande à votre papa de vous trouver la femme que vous avez présentée. Alors, ce que vous dites est scientifiquement prouvé? Oui, bien sûr. Et je vous dis, par exemple, madame, que quand vous trouvez une femme, si votre grand-père est en vie, il va réagir parce que votre cerveau est connecté à votre grand-père à cause de ce que vous venez de trouver lié à un phénomène qu'on appelle le stimulus du cerveau, à cause de son propre vécu. Donc ça veut dire que c'est votre grand-mère en fait qui choisit le mari pour vous, c'est votre grand-père qui choisit la femme pour vous par le biais maintenant de votre maman ou de votre papa, ce qu'on appelle le projet sens. Donc voilà pourquoi la femme que vous avez ne vous appartient pas, mais ça appartient au clan.
Mais voilà que nous avons tout désorganisé aujourd'hui et on a du mal maintenant à trouver, à faire le choix, un bon choix que vous avez dit. Alors, on va tenter de comprendre l'explication scientifique que vous venez de donner à travers des exemples. Alors, le premier exemple est, il arrive souvent que le grand-père trouve la fille et qui n'est pas forcément le choix du jeune homme. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il y a des cas où l'un ou l'autre n'ont peut-être pas connu leurs grands-parents. Ça, c'est le deuxième exemple. Et le troisième exemple, il y a souvent des cas où on voit des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont en âge de se marier bien au-delà, mais qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le partenaire idéal. Pour revenir au dernier exemple, et ceci apporte de ce qu'on appelle la mémoire familiale des crimes liés à la dislocation de la famille. C'est-à-dire qu'il y a le système qui devrait leur permettre de trouver une femme ou un homme là a été désactivé à cause des problèmes liés à une vie, ce qu'on appelle le projet sens ou l'empreinte négative de la famille. C'est-à-dire que dans leur vie, au niveau des grands-parents, il y a eu des fautes qui ont désactivé cela sur les enfants. Donc, ils vont errer, ils ne vont pas trouver de femme ni de mari pour se marier. Alors, ce que vous dites est très intéressant concernant, c'est le grand-père qui cherche la femme. En 2018, nous avons, au niveau des œuvres laïques catholiques pour la famille, essayé de comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans les foyers. On a fait une étude qui devrait être reprise en 2020, mais à cause du coronavirus, on n'a pas pu le prendre. Nous nous sommes rendus compte que les mariages contractés au niveau civil et au niveau religieux sont les mariages les plus malheureux. Et contrairement à ce que vous êtes en train de dire, on s'est rendu compte qu'au niveau des villages, alors les hommes sont plus heureux. Ça veut dire que les femmes qu'on a données, ou ce que le grand-père a trouvé pour vous, ou en tout cas ce que le clan a trouvé pour vous, ils sont plus heureux que les mariages contractés dans les églises ou dans les mosquées. Mais attention, souvent c'est pas consenti. C'est pas consenti, mais on s'est aperçu qu'ils sont plus heureux que ce qui est dans... En tout cas, on a fait une étude quand même assez approfondie. On s'est aperçu qu'au village, il y a plus de joie en termes de mariage et moins de divorce. Mais en ville, les choses se contractent bien devant un prêtre, mais en réalité, ça ne tient pas. Oui, oui. Le frère pourrait confirmer. Ousmane Nana, vous avez une explication à cela? Que le mariage urbain peine à tenir par rapport aux mariages qui se font dans les milieux ruraux. Par rapport à ça, mais je me dis que le mariage, ça dépend de la famille. Parce que la plupart des cas, les filles choisies par le monsieur, si la famille est d'accord, consenti, ce mariage est dur. Puisque s'il y a un problème, la famille est prête à s'investir pour régler la solution, pour trouver une solution. Mais un mariage où c'est le monsieur qui a cherché sa femme et la famille n'est pas impliquée, s'il y a un problème, c'est difficile parce que la famille n'arrive pas à les raisonner. Dans ce cas, ce genre de mariage-là, ça ne dure pas. Donc ça rejoint un peu ce que le frère a dit. C'est l'implication de la famille, comme les grands-pères, les pères, ça peut aller. Puisque s'il y a un problème, ils vont intervenir, ils vont dire, ah monsieur, ce que tu as fait là, c'est pas bon, nous on n'est pas d'accord, tu dois rester avec la femme. Mais si c'est toi-même qui allais choisir ta femme, les parents ne sont pas impliqués, si tu as un problème, c'est toi qui vas régler tes problèmes. Personne ne va s'impliquer. Alors, je reste toujours avec vous, Ousmane Nana, pour vous demander, en 2022, quel est le nombre de naissances qui ont été enregistrées et de décès. De décès. Je n'ai pas ça en tête, j'ai la liste ici. Alors, si je peux me permettre, voilà. Allez-y, bien sûr. En 2022, j'ai pour 2021 également. À donner les 2 dernières années. Voilà, il n'y a pas de problème. Comme il y en a beaucoup, il faut que je lise. Voilà, par exemple, en 2021, le nombre de naissances déclarées au niveau des 12 arrondissements, ça fait 75 406. En 2021. Tandis qu'en 2022, ça fait 79 666. Ouais, donc il y a une évolution. Si on prend le cas des décès, on a eu en 2021 5 751 décès pour les 12 arrondissements. Et en 2022, on a 5 125 déclarations de décès. Pour les actes divers, ça veut dire ceux qui viennent pour les certificats de résidence, certificats de non-remariage. En 2021, on a eu 85 649.
Et en 2022, on a eu 186 138. Maintenant, pour les mariages, ce que vous venez de dire, en 2021, on a mis 4 947 célébrations dans les 12 arrondissements, plus la commune de Ouagadougou. Et en 2022, on a eu 3 681. Il y a eu une baisse. Une baisse, tout à fait. On voit également que les mariages monogames sont plus nombreux que les mariages polygames. Oui. Alors, en ce qui concerne les mariages polygames, comment ça se fait? Est-ce que le conjoint doit avoir l'aval de toutes les différentes épouses? Et pour le mariage polygame, il vient avec ses femmes. Et chacun compose son dossier de mariage. S'il y a 3 femmes, il y a 3 dossiers de mariage. Voilà. Et puis mais il faut le consentement, puisque avant même de transcrire, il faut le consentement qu'on va mettre ça sur papier. De chacun des femmes. D'accord. Alors, on en vient au divorce pour la suite de ce débat. 133 divorces par mois en 2022. C'est donc ce qui a été annoncé par la justice burkinabé concernant les statistiques de l'année 2022. Alors, Aloïs Kaboré, selon vous, quelles sont les causes subtiles du divorce? En fait, je l'ai presque répondu. Si vous voulez, il y a 3 principales causes subtiles qui font que nous assistons à ces divorces-là. En fait, je l'ai déjà dit. La première cause, c'est une reprise. C'est-à-dire que cette dislocation de la famille que nous avons présentement, cet échec conjugal ou ce divorce-là, ces conflits familiaux que nous vivons, en fait, c'est une réexécution d'un programme de notre grand-père ou de notre grand-mère. Pourquoi je dis cela? Avant le mariage, chaque conjoint, c'est-à-dire que chaque candidat portait un malheur en réalité de sa grand-mère ou de son grand-père et a besoin d'un déclencheur. Voilà pourquoi son cerveau va le conduire par le biais de son grand-père ou de sa grand-mère vers quelqu'un qui a le même programme pour l'aider à exécuter un programme de souffrance familiale, donc du divorce, pour rester loyal à son grand-père ou à sa grand-mère. La preuve de ce que je dis, si vous remarquez, vous allez voir que des femmes qui ont fait le divorce, ils vont rencontrer des hommes en ville qui les courtisaient, qui disent mais voilà, j'aurais pu prendre cet homme-là qui est toujours avec sa femme, avec ses enfants. En fait, c'est quoi? Il n'avait pas besoin de cet homme régulier parce que cet homme ne portait pas le programme dont il a besoin pour exécuter un programme de douleur familiale lié à sa grand-mère ou à son grand-père. La preuve de ce que je dis encore, vous allez voir une femme très maltraitée, mais qui ne quitte pas le foyer. En fait, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore fini de payer pour la faute, l'erreur de sa grand-mère qui l'a conduite vers ce monsieur. Et quand il aurait fini de payer, vous allez voir maintenant qu'elle demande le divorce en ce moment. Si elle demande le divorce avant de payer toutes les fautes, elle va tomber encore sur un homme violent pour pouvoir finir de payer. En fait, donc comprenons que ce sont des fidélités familiales, ce sont des emprunts négatifs de la famille, ce sont des loyautés que nous reprenons pour exécuter un programme familial d'échec conjugal. Donc ça, c'est la première cause subtile. Il y en a deux autres aussi. Il y a ce qu'on appelle l'entrée, la mauvaise entrée en amour ou l'entrée ratée en amour. En fait, ça se trouve au niveau des enfants. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et que nous soyons conscients ou non, dans la famille, quand ça ne va pas, dès que le couple va mal, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les enfants vont divorcer les parents sans se rendre compte. Par exemple, le papa va commettre une faute en choisissant parmi ces filles-là une qu'il va aimer comme ça. En fait, ça lui permet de supporter un peu les douleurs de la famille. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas, cette fille va aider son papa maintenant en prenant le contrôle de sa propre mère pour aider le père maintenant dans la gestion de la relation sexuelle et autres. Au moyen des techniques d'imagerie, on peut observer ce qui se passe quand un homme aime intensement sa fille dans un couple alors qu'elle ne s'entend pas avec sa propre femme. On peut observer, il y a la connexion avec l'imagerie, on peut observer aujourd'hui. Et vice versa, quand ça ne va pas, la femme aussi se choisit parmi les grands garçons un qu'il va aimer jusqu'à faire ce qu'on appelle inoculation cérébrale. Et dès que ce désordre est installé dans la famille, alors immédiatement la famille va s'éclater parce que les enfants vont agresser le cerveau des deux en les amenant à se cogner tout le temps.
Mais c'est malheureusement subtil, donc ils ne savent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'activation des 3 douleurs. En fait, l'activation des 3 douleurs, c'est quoi? C'est les bagarres qui ne finissent pas, alors que vous, dans le lit, quand vous êtes dans le lit et puis vous vous bagarrez, on peut observer comment vous émettez avec la réaction vibratoire de votre cerveau cette réalité des conflits. Et le lit enregistre, et les murs enregistrent, et à chaque fois, vous êtes continuellement restitué, et vous allez vous séparer. Parce qu'il y a quelque chose qui vous maintient maintenant dans cette bagarre. Maintenant, il y a aussi... Vous parlez là d'une onde négative, par exemple, qui reste dans la pièce. Voilà. Quand moi je parle, par exemple, vous m'entendez, cependant, il y a pas un fil qui relie ma bouche à vos oreilles. En fait, c'est la même chose quand les gens se bagarrent dans la chambre. Par exemple, prenez par exemple ceux qui ne s'entendent pas alors qu'il y a les unions sexuelles entre ces gens. En fait, c'est extrêmement dangereux parce que le couple va s'éclater, parce que la femme va entrer dans ce qu'on appelle la désactivation de ce système de limbique qui est la maman. C'est-à-dire que la femme va quitter la maman maintenant vers l'homme maintenant. Et malheureusement, c'est 2 personnes masculines qui sont dans la maison et ils vont se cogner vraiment, réellement. Donc, ce sont des faits subtils, malheureusement, qui dangereusement, qui mettent la vie du couple en danger et jusqu'à l'éclatement. Alors, ce que vous dites est très important, mais difficile à percevoir pour les téléspectateurs, sans doute, et pour les populations. Ce que je dis n'est pas... Regardez, par exemple... L'imagerie nous permet d'observer ce qui se passe dans le cerveau d'une femme ou d'un homme. Prenez par exemple ce qu'on appelle la masculinisation de la femme. Quand la femme donne beaucoup au service, le cerveau va estimer qu'elle devient un homme, puisqu'elle donne plus au service, c'est-à-dire que les hommes qui gèrent les dossiers là, on peut observer qu'elles vont se masculiniser maintenant, parce que le cerveau va basculer leur existence maintenant vers le principe masculin. Par exemple, l'argent, c'est un principe masculin, c'est le combatif, c'est l'agression. Et quand la femme maintenant gère des dossiers, en réalité, ce qu'elle ne sait pas, elle devient un homme en réalité, et on peut observer le mouvement. S'il y a une belle caméra de haute précision pour observer, les réalités liées aux pulsions électriques de leur cerveau deviennent purement masculines. Donc c'est un homme et un homme qui sont dans la maison maintenant, et ils vont se cogner. Voilà pourquoi l'homme est souvent obligé de trouver des calmants en frappant. Quand l'homme prend dans les bagarres, l'homme va frapper, on va observer que lui, ses neurones commencent maintenant à s'apaiser, ou bien il va sortir, trouver une bonne bière là, on regarde que ses neurones s'apaisent, ou bien il trouve une femme qui est femme réellement, et on peut observer, par exemple, quand elle sort, dit, ah oui, c'est toi quand même qui me comprends, en fait, il est avec une femme maintenant, et alors que celle qui est à la maison est un homme réellement. Donc ça, c'est des faits subtils. Maintenant, au niveau de l'homme aussi, il y a ce qu'on appelle la saturation du besoin. C'est-à-dire qu'avant le mariage, quand l'homme dit à sa femme, ah, tu seras ma femme, je t'aime, mais en réalité ce n'est pas du tout vrai. Il n'aime pas la femme, il aime les circonstances qui entourent l'amour, et dès que le mariage est scellé, l'homme va consommer les circonstances et non l'amour, et il ne reste maintenant que la personne physique dont c'est-à-dire qu'il est méconnaissable, parce qu'il a consommé ce pourquoi maintenant il aimait la femme, et là le divorce maintenant intervient. Donc d'un côté, l'homme est dans la saturation du besoin, c'est sa faute, et de l'autre, la femme s'est masculinisée, et on se retrouve maintenant dans les souffrances liées maintenant aux ondes qu'ils émettent. Et tout ça se retrouve dans les causes subtiles. Ce sont les causes subtiles. Alors, quelles sont on va laisser les causes subtiles, quelles sont les causes évidentes? Bon, dans le foyer, lorsqu'il n'y a pas le respect mutuel, là où il n'y a pas la confiance, là où il n'y a pas la tolérance, ce couple ne peut pas résister. Quelle que soit votre volonté, ils vont divorcer. Moi, je vois ça sous ce temps-là. S'il y a un mariage, et après le mariage, dans le foyer, il n'y a pas le respect mutuel. Monsieur dit, ne fais pas ça, la femme fait. Monsieur dit, à 20h, on doit être à la maison, la femme part danser pour revenir à 2h du matin. Il n'y a pas de respect mutuel. Ça va créer des situations de divorce. Si lors d'une bagarre, s'il n'y a pas la tolérance, il n'y a pas de pardon, à la fin, c'est le divorce qui suit. Et ça, c'est inévitable. Pour moi, c'est dans le foyer. S'il n'y a pas le respect mutuel, s'il n'y a pas la tolérance, s'il n'y a pas la confiance, forcément, il y a le divorce qui va suivre. Mais quelle place est-ce que vous mettez, où est-ce que vous mettez la communication dans tout ça? Oui, bon. Vous savez, là où il n'y a pas le respect, il n'y a pas le respect mutuel, il n'y a plus de communication. Hein. Parce que
qu'est-ce qui amène le manque de respect? C'est le manque de communication. Si on communique, si la femme communique et puis le gars n'est pas réceptif, ou bien le gars communique et puis la femme n'est pas réceptive, ça va créer des problèmes. Donc c'est le manque de respect mutuel. Mais quelle est l'influence justement de la société externe dans ces causes de divorce? Bon. Souvent, elle y joue un rôle important. Effectivement, puisque ça dépend des camarades aussi. Si le monsieur a des mauvais compagnons, ça peut jouer sur son foyer. Parce que tout ce qu'il va faire, la femme va se plaindre, il ne va pas écouter. Et par finir, ça va créer des situations qui vont amener au divorce. C'est la même chose que chez la femme aussi. Elle sort avec des camarades qui sont de mauvais trucs. Mauvais compagnons, ça va créer des problèmes également chez l'homme. Alors, docteur Aloïs, est-ce que la communication, la rupture de communication, vous avez évoqué les causes subtiles, on vous a très bien compris, est-ce que la communication joue, autant pour moi, la rupture de communication dans un couple peut être l'une des causes majeures de divorce? La communication est très importante. En fait, si vous voulez, c'est la femme qui gère la vie familiale, si vous voulez. C'est elle qui est la mère. Il vaut mieux que ça n'aille pas chez l'homme que chez la femme. Quand ça ne va pas, s'il n'avait à choisir, il vaut mieux que ça n'aille pas chez l'homme. Parce que c'est la femme qui détient la vie, c'est elle qui est vraiment vivante. Quand vous parlez de la communication, elle occupe un grand pourcentage dans la dislocation de la famille. Le cerveau humain et le cerveau masculin, c'est-à-dire que l'homme, est conçu pour écouter une belle communication de la femme. Ça veut dire que quand la femme ouvre sa bouche, alors notre cerveau est fait pour attendre vraiment des phrases déjà préparées qui fait pour notre bien-être. C'est comme je viens de le dire, quand la femme ne sait pas communiquer ou elle sait masculiniser, sa communication devient violente. Et ça agresse une partie du cerveau de l'homme, et l'homme maintenant ne peut que rendre ce que la femme a rendu. Donc, la communication est très importante, surtout chez la femme. Et quand elle est faussée, donc c'est déjà maintenant tasse la route du divorce. Voilà pourquoi, avant le mariage, il faut vraiment apprendre les gens à bien communiquer, surtout la femme. La femme doit vraiment bien communiquer. C'est elle qui détient la vie, c'est elle qui pèse les choses, c'est elle qui temporise la vie, parce que c'est elle qui est vivante. Est-ce que lorsque dans un couple, on est dans une dynamique de rupture de communication, on peut dire que on est sur un point du non-retour? On est vraiment... la crise s'est métastasée. Ça, vous posez une bonne question. Quand la communication n'est plus là, en fait, la communication est continuelle en ce moment. Ça veut dire que c'est parce que la bouche ne s'ouvre plus, mais la communication devient encore plus violente avec la pulsion électrique du cerveau dont je parle là, que l'on peut observer aujourd'hui. Prenez par exemple une femme qui est fâchée et qui est à la maison. Avec les caméras de haute précision, on va observer qu'elle libère une sorte de communication très agressive qui agresse le cerveau de l'homme et qui agresse le cerveau des enfants. C'est la même chose chez l'homme. Quand l'homme aussi est très fâché, on va observer le mouvement influx extrêmement nocif qui empoisonne vraiment la maison, empoisonne les membres de la famille, et justement c'est la route du divorce maintenant comme ça. Votre question elle est bonne. Voilà. Alors je reviens à ces causes sociales dont on parle très souvent, notamment l'infidélité, la question de l'argent, qui est souvent au centre de plusieurs divorces, mais aussi très souvent la question de l'infidélité. Il y a beaucoup qui se demandent, est-ce que aller vers la polygamie, est-ce que ce n'est pas la solution? Ce n'est pas forcément la solution. Et je peux dire, je suis musulman, mais je peux dire que ce n'est pas la solution. La solution, c'est l'entente. Essayer de comprendre pourquoi ma partenaire est devenue infidèle et essayer de trouver la solution. Sinon, prendre plusieurs femmes, c'est pas sûr que c'est la bonne solution. Parce que je vois des hommes qui sont polygames mais qui courent toujours dans les rues pour chercher des petites filles. Donc ce n'est pas la solution. Pour moi en tout cas. Votre avis? Alors, vous avez posé deux questions. Je parle d'abord de l'infidélité. En fait, ce qu'on a pu observer, l'infidélité, celui qui est infidèle, c'est-à-dire que celui qui sort, que ce soit la femme ou l'homme, en fait, est l'œuvre de celui qui ne sort pas. Ça, c'est vraiment les études le montrent aujourd'hui. Quand le monsieur sort, c'est parce qu'il a manqué quelque chose sur la femme. En réalité,
l'homme ne devient pas infidèle ou la femme du jour au lendemain comme ça. Il y a toujours un fait qui agresse l'autre à trouver un calmant, comme j'ai dit. Donc, cette infidélité, sa conséquence est grave. Parce que quand vous sortez, en réalité, en l'homme, en la femme, il y a ce qu'on appelle la partie d'incubation. C'est-à-dire la puissance de la femme ou la partie haineuse de la femme. Alors, quand vous sortez malheureusement et vous tombez sur une femme qui a déjà eu des unions sexuelles, malheureusement, vous serez en contact avec toutes les personnes qui sont tombées sur cette femme parce que la femme a le pouvoir maintenant de capter un phénomène en vous qu'on appelle la dominante de votre existence et vous serez maintenant nourri dans les entrailles de cette incubation. Et s'il y a d'autres personnes qui sont tombées sur cette femme, malheureusement, vous allez avoir leurs émotions. Et si parmi ces hommes, il y a un seulement qui a divorcé, malheureusement, vous amenez le divorce maintenant dans la maison. Donc, l'infidélité est dangereuse parce qu'elle trace la route du divorce. Maintenant, la polygamie, est-ce vraiment une solution? Alors, donc, ça, c'est une question qu'on a posée. Mais j'aimerais donner une explication sur la polygamie. Allez-y. Oui, si vous me permettez. En fait, ce que nous appelons, quand par exemple le frère dit, merci vraiment, alors je suis musulman ou je suis polygame et autres là, une belle étude a démontré que si vraiment celui qui est polygame arriver à aimer les 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes au même titre, ça veut dire que vraiment il les considère vraiment comme ses sœurs, il les aime réellement. On a observé un phénomène que le langage de j'ai 4 femmes, maintenant je deviens en fait j'ai une seule femme. Pourquoi? On a pu observer que le cerveau de ces 4 femmes vont finir par s'épouser, par se connecter. Pourquoi? Quand l'homme est avec une seule femme, on a observé la même réaction au niveau du vagin et au niveau du cerveau des autres femmes pendant l'acte sexuel, s'il vous plaît. Et quand l'homme aura besoin encore d'une 5e femme, c'est les 4 femmes qui vont s'organiser pour indiquer le monsieur vers qui maintenant elle doit aller chercher. Donc ça veut dire que la polygamie, je rejoins ce que le monsieur dit, c'est l'amour tout simplement. S'il arrive à les aimer correctement, tant mieux, mais arriver à aimer 4 femmes au même titre, ça va finir parce qu'il dit qu'on va encore sortir dehors. Donc la polygamie n'est pas une mauvaise chose si en soi, mais c'est pouvoir les aimer là qui est vraiment le problème. Mais le constat qui se dégage, c'est que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Pas à respecter cette prescription qui dit qu'il faut les aimer de la même manière. Et moi, je conseillerais les gens de prendre une seule femme parce que ça, c'est un conseil personnel. Voilà, parce que j'ai 2 femmes, 3 femmes, c'est vraiment, je me demande comment c'est possible. Malgré le fait qu'on ait les moyens, parce que c'est ce qu'on entend, j'ai les moyens de me prendre 2 femmes, j'ai les moyens de me prendre 3 femmes. Et lorsqu'on a réellement ces moyens-là, automatiquement, la course est engagée. Est-ce que vous croyez que les moyens-là peuvent maintenir une femme dans un foyer? C'est pas possible. Tu as les moyens, tu peux prendre 10 femmes, mais elles vont devenir infidèles si tu ne les gères pas très bien. C'est ça aussi. Les moyens n'ont rien à voir avec ça. C'est important ce que vous dites. Alors, la polygamie, il faut qu'on en parle réellement parce que de plus en plus, on entend très souvent des gens dire qu'il y a beaucoup de femmes, donc la polygamie serait une solution pour justement permettre à toutes ces femmes-là d'être mariées. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas... Le frère l'a très bien répondu. Prenez autant de femmes que vous voulez. S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour, l'infidélité, les femmes seront toujours dans la rue. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas une solution. La polygamie n'est pas une solution au divorce. C'est faux. C'est l'amour qui est vraiment la solution au divorce. C'est l'amour, la fidélité, l'entraide, la vérité, le respect mutuel, comme il l'a dit. Voilà. Alors, ce qui revient pour la polygamie, ce n'est pas que c'est une solution au divorce, c'est que c'est une solution pour éviter qu'il y ait des filles qui ne sont pas mariées. C'est comme je vous l'ai dit, dès que vous avez l'âge de 12 ans, 13 ans, dès qu'une fille voit ses menstrues, en fait, l'homme est déjà là pour le mariage. Mais à cause des études aujourd'hui, c'est ça qui fait que si vous dites, ok, le garçon est venu, bon, à cause de mes études, le cerveau se fiche complètement de cela. Ça veut dire que le mouvement, le système qui a été activé par le cerveau qui fait venir à vous l'homme, va continuer à l'âge de 25 ans.
Et à partir de 25 à 26 ans, le cerveau estime que vous ne voulez pas vous marier et désactive le système maintenant et le bascule vers ce qu'on appelle la raison, comme j'ai expliqué. Alors que la raison ne marche pas dans le mariage en réalité. C'est l'amour, c'est la passion, c'est ce cerveau-là, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui vous faisait venir votre homme, c'est ça. Dès que vous êtes né sur cette terre, votre homme est déjà là. Mais nous avons des paramètres aujourd'hui qui font que, bon, ok, on va continuer à vivre jusqu'à ce que le cerveau estime que vous ne voulez plus vous marier. Et voilà, vous allez maintenant aller dans la raison. Et c'est ça qui fait que ça ne donne pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'elles ne se marient pas. Si vous voulez, c'est un état général, c'est une tromperie générale ouais, vous allez me dire qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, c'est ça, non? Mais en réalité, quel que soit leur nombre, votre mari est là. Si vraiment vous suivez les réalités de la vie. Dès que Dieu vous a mis au monde là, en fait, le mari est là. Oui. Où que vous alliez le trouver, il est là. Alors c'est bien dit, on espère que toutes celles qui sont dans l'attente du mariage vont trouver justement leur mari, comme le docteur Aloïs Kaboré le dit de manière convaincue. Alors on passe à l'étape comment consolider l'union au sein d'un couple. Alors je vous adresse cette question. Vous avez tantôt parlé de la question de l'entente, la question du respect mutuel. Voilà, la confiance. Voilà. Et la tolérance. Et la tolérance. Voilà, et puis une bonne communication. Une bonne communication. Voilà. Alors, mais bien au-delà, lorsque des couples sont en crise, comment est-ce qu'on arrive à consolider tout cela, à éviter qu'on arrive au divorce? Au divorce. Bon, la meilleure des solutions, c'est d'amener quelqu'un d'extérieur pour essayer de raisonner ce couple. Et c'est à ce niveau que le témoin de mariage intervient, voilà, ou une autre personne en qui vous avez confiance? Les témoins de mariage sont primordiaux. Et quelqu'un d'autre qui peut venir et conseiller le couple pour éviter le divorce est la bienvenue également. Par rapport au choix du témoin du mariage, justement, pour en venir à ces questions, très souvent on voit que ces choix se font souvent par confiance, lorsque vous avez une confiance ou un respect envers une personne, qui soit de votre famille ou de votre entourage proche, vous le choisissez comme le témoin de mariage. Il arrive souvent aussi qu'on voit que ce sont des amis qui sont pris comme témoins de mariage, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment ce bagage de maturité qu'il faut. Comment choisir son témoin? Bon, pour moi, le témoin, il faut choisir quelqu'un qui n'a pas peur de te dire la vérité. Parce qu'on voit souvent, c'est comme vous le dites, vous choisissez un copain, il sait que le copain, s'il déconne, il ne va rien dire. Donc il lui dit, bon, tu viens être mon témoin de mariage. Il sait que s'il y a un problème, le gars ne pourra pas. Voilà. Mais si tu choisis quelqu'un qui peut te dire la vérité comme témoin, c'est plutôt important. Par rapport au copain que tu vas voir comme ça, te dire, bon, tu es mon témoin de mariage, alors que s'il y a un problème, c'est lui-même qui va t'enfoncer plus que celui qui va te dire la vérité. Voilà. Et on voit même des gens qui choisissent parce que mon témoin là, c'est quelqu'un qui est grand, qui est important dans la société, alors qu'il ne peut pas conseiller quelqu'un. Voilà. Alors qu'il faut choisir quelqu'un qui peut te dire la vérité. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il va dire, ah, ici, là, tu n'as pas raison. Mais si tu choisis quelqu'un, bon, comme... Et quelqu'un qui a un exemple. Voilà. Voilà, il faut déjà être droit, guider un exemple à suivre, voilà. Mais si tu choisis quelqu'un parce qu'il est important, parce qu'il est riche, des fois, c'est des mauvais calculs. C'est des mauvais calculs. Ça ne t'arrangera pas. Alors, docteur Aloïs, comment choisir son témoin? Je rejoins le frère, quelqu'un de droit et de mature. En fait, quand vous parlez de crise, le fait qu'on n'arrive pas souvent à les résoudre, c'est ce qu'il dit. Si par exemple vos témoins sont déjà même dans une dislocation familiale, comment il peut vous aider? En fait, on n'arrive pas à résoudre les crises aussi sur un phénomène. On a pu observer que souvent, quand on essaie de résoudre ces conflits et qu'on n'arrive pas, qui acheminent vers le divorce, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle le conflit de l'autre. Pourquoi? Avant le mariage, la fille va transporter sa propre maman
dans le mariage. Ça veut dire elle va venir avec les conflits de sa propre mère. Et le papa, le garçon, par inconscience aussi, va transporter son propre père, c'est-à-dire que le conflit de son propre père. Et quand on va résoudre le conflit maintenant, ça se limite seulement au conflit du couple, mais on n'a pas accès aux conflits maintenant qui sont, c'est-à-dire ceux de la belle-mère et du beau-père. Et c'est ça qui fait que maintenant le mariage ne va pas. Donc ce qu'il dit, c'est intéressant. Si on a des gens très avertis, très aguerris, qui s'y connaissent vraiment de droit, d'exemple, alors normalement on doit pouvoir venir à bout pour éviter le divorce. Voilà. Alors, à vous entendre, le subconscient joue beaucoup dans les actions et dans le vécu de toute personne. Si vous voulez, la première question de savoir les problèmes... Sur un pourcentage, autant pour moi, sur un pourcentage, comment le subconscient occupe combien de pourcents? 90%. Quand vous avez un conflit en famille, des problèmes familiaux, ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de résoudre, là, ça ce n'est seulement que de 10%. Mais ce que vous ne résolvez pas est de 90%, s'il vous plaît, enfui dans les subtilités des choses, dans l'inconscient, si vous voulez. Voilà pourquoi, quand je prends par exemple les conflits de la belle-mère, on va voir que le jeune homme va être tellement fatigué à répéter les mêmes choses. En fait, il a seulement accès au conflit de sa femme, mais pas au conflit de sa maman, qui est de sa belle-mère, qui est derrière sa femme. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et la jeune fille aussi sera tellement... Elle va vraiment s'épuiser à résoudre un conflit dont elle n'a pas accès, qui sont ceux du papa, dont le jeune homme a transporté dans le foyer. Et ces conflits sont subtils et très dangereux, et c'est ça qui va finir par les séparer. Ce n'est pas les conflits qu'on voit, c'est les conflits qu'on ne voit pas et qui sont dangereux. Ouais. Donc, il faut accorder une place très importante à ce que vous dit le subconscient, ou même aller au-delà et connaître son subconscient. Voilà pourquoi, en temps de crise, il faut vous adresser aux psychologues. Et Dieu merci, au Burkina, il y a de très bons psychologues au Burkina. Il faut reconnaître que dans la sous-région, je connais quand même un peu, à force de voyager, le Burkina regorge quand même de très bons conseillers conjugaux, il faut s'adresser à eux. Eux sont des techniciens. C'est-à-dire que quand on essaie avec les témoins et que ça ne va pas, il faut vous maintenant demander de l'aide maintenant. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide pour éviter au moins le divorce. Voilà. Alors, éviter le divorce, mais il y a souvent des cas où est-ce qu'on ne peut pas dire que le divorce est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des mariages où on ne peut plus faire marche arrière? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des cas comme ça? Surtout le cas de l'infidélité, c'est quelque chose qui ne se pardonne pas en Afrique. Parce que tout peut s'arranger, mais l'infidélité, là, c'est un peu difficile. Voilà. À part ça, je ne vois pas quelque chose qu'on peut... L'infidélité de l'homme? Surtout de la femme. C'est surtout de la femme. Parce que l'homme, quand il est infidèle, des fois, on peut arranger ça un peu. Mais chez la femme, ce n'est pas tolérable. Puisque ça met le couple en doute. Même tes propres enfants, tu ne sais même plus si c'est pour toi ou bien c'est pour le voisin. Vous voyez? Alors que chez l'homme, même s'il est infidèle, il ne peut pas amener un enfant, truc. Mais chez la femme, toi, tes propres enfants, là, tu n'as plus confiance. Une fois que tu découvres qu'elle est infidèle, tu te dis, est-ce que l'enfant qui est le deuxième, est-ce qu'il ne ressemble pas au voisin? Vous voyez ce que ça fait? Voilà, chez la femme, c'est un peu dangereux. Et c'est impardonnable. Est-ce qu'il faut divorcer ou il ne faut pas divorcer selon les cas? Effectivement, surtout quand la vie de l'un ou de l'autre est en danger, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau où les conflits mettent en danger leur vie. Bon, moi je pense que dans ce cas, il faut vraiment les permettre de se séparer. Mais moi j'ai toujours dit, il faut vraiment éviter les divorces quand on peut, parce qu'en réalité, on pense qu'on se résout en divorçant, mais en réalité, on crée encore des difficultés. Par exemple, au niveau de la femme, par exemple, après 6 mois, la femme va constater encore qu'il y a un grand vide. C'est pourquoi il divorce, elle encore est devant lui, et devant elle, et elle commence encore dans une autre grande souffrance. Ça, j'ai l'expérience chez nous, à cause des thérapies que nous faisons. Donc, si on peut éviter les divorces, il faut l'éviter. C'est pourquoi j'ai dit, on cherche de l'aide. Il y a l'aide des leaders religieux, il y a l'aide des psys et autres là, pour ne pas en venir jusqu'au divorce. À ne moins que la vie de l'un ou de l'autre est en danger.
Alors c'est important ce que vous dites. Je parle toujours du divorce, mais il arrive des cas où ce sont des cas de violence physique, oui, où la femme est victime de violence physique. Et souvent, peut-être que sa vie même est en danger. Oui. Donc, cela pourrait peut-être expliquer un divorce. Oui. Quand la dignité de la femme ou de l'homme, ou quand l'atteinte physique est là, là vraiment... Parce que c'est la vie qui est engagée. Et là, il faut pas... Là, le divorce intervient comme une solution. Mais qui n'est pas vraiment la solution, parce qu'il y a les enfants qui vont faire ce qu'on appelle la reprise de PAP, c'est-à-dire pompage de l'agressivité parentale. Le jour que vous divorcez, la femme va transmettre le divorce immédiatement à sa fille. Et l'homme va transmettre immédiatement le même divorce à son fils. Et quand les enfants auront l'âge maintenant que les parents avaient en divorçant, le cerveau active, ce qu'on appelle le rappel, et active maintenant les conflits des parents. Et malheureusement, le même divorce est allé. Vous allez voir dans certaines familles, toutes les filles, ils se sont mariées, mais elles sont devenues encore dans la maison, dans la famille paternelle. Et les hommes aussi se marient, mais ils restent toujours veufs. Ils restent toujours célibataires. En fait, c'est quoi? C'est une transmission des parents ou des grands-parents de divorce. Notre cerveau est une grande machine. Par exemple, le jour où la femme dit « Ah, maintenant, j'en ai fini, je suis maintenant libérée d'un homme », en réalité, elle fait ce qu'on appelle la solidarité. Si elle a une grande fille, elle demande à sa fille de reprendre le programme par ce qu'on appelle l'émotion. C'est-à-dire que ça se passe entre les deux cerveaux. Voilà. Et on va remarquer que la fille reprend le problème quand elle a maintenant l'âge de sa maman, quand celle-ci divorçait. Oui. Alors, à vous entendre, on est dans une dynamique d'action héréditaire. Oui, et qui se passe entre cerveaux. Le jour où l'homme dit « Ah, j'ai divorcé de ta maman, toi garçon là tu vois, et on n'est plus ensemble », en fait il transmet le divorce en réalité à son fils. On appelle ça le projet conçu non exécuté. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de prémunir les enfants de telles situations? Oui, il faut demander l'aide des psys, des psychologues en ce moment, ou l'aide des leaders religieux en ce moment. Alors, est-ce que les psychologues sont accessibles aux citoyens lambda, aux couples Pour le peu que je connais, on a eu un congrès international sur la santé mentale, est-ce que ça vaut un mois? C'est là que j'ai découvert que le Burkina regorge de très bons psychologues. Et hommage à notre grand psychologue, psychiatre, au professeur Aruna Ouedraogo, professeur Carfo, professeur Nanema. Donc c'est vraiment des monuments, de grandes montagnes de psy au Burkina, qui et non seulement de par leur expérience, mais ce sont des pères, c'est-à-dire que c'est des papas, donc qui ne manqueront pas de vous donner vraiment ce qu'il faut. En fait, les gens aussi ne font pas d'efforts. Quand ça ne va pas en famille, chacun veut déjà quitter. Il y a des professeurs Laurent qui blaguaient en disant qu'il faut les forcer à rester ensemble. Bon, pas du tout ça, mais en réalité, sinon finalement, on va faire quoi? Si tout le monde divorce, la société va finir par être invivable. Parce que, en fait, il y a un lien entre les conflits familiaux et l'insécurité. Quand ça ne va pas en famille, c'est toute la société qui va mal. Donc, si pour peu il faut divorcer, où est-ce qu'on va aller avec ça? Vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Merci. Et lorsqu'on a la possibilité de recoller les morceaux, il le faut? C'est la meilleure des solutions. Oui. C'est la meilleure des solutions. Parce que si le divorce n'apporte rien de bon, que tu aies raison ou pas, le divorce n'est pas une solution. Il faut forcément l'entente pour votre bien et pour le bien même des enfants. Parce que vous avez des enfants qui sont devant vous. Si vous divorcez, quelle image vous donnez aux enfants? C'est comme ce que le frère dit, les enfants vont pendant ça répercuter encore, et ça, un peu là, le nombre de divorces. C'est une chaîne. Voilà, c'est surtout ça. Tout à fait. D'accord. Se remettre d'un divorce pour terminer ce débat, est-ce que c'est possible? Oui, j'accueille beaucoup de personnes, surtout au niveau des femmes, malheureusement très cassées. En fait, comme le frère vient de le dire, en fait, après un divorce, ce n'est pas aussi simple parce que ça marque vraiment l'âme de la personne. Vous vivez avec quelqu'un et des années, et d'un seul coup vous vous séparez comme ça. Donc les femmes se retrouvent, et les hommes aussi, dans une dépression. Et quand elles arrivent, alors on met un processus de guérison qui prend un peu du temps quand même, de 2 mois, 3 mois, mais on en vient à la guérison.
Bon, pour permettre à la personne maintenant de reprendre sa vie. L'erreur que les femmes commettent malheureusement, c'est quand elles ne sont pas guéries et elles cherchent encore un homme. En fait, elles transportent les mêmes blessures dans la nouvelle relation et bizarrement, elles vont rencontrer les mêmes éléments dans la nouvelle relation qu'elles avaient dans l'ancienne relation. Donc, ce que j'ai un conseil à donner à ceux qui ont divorcé, c'est de se calmer, de guérir du divorce avant de s'engager encore dans une nouvelle relation. Sinon, c'est un cercle duquel ils ne s'en sortiront pas. Mais on voit souvent des gens en instance de divorce, le divorce n'est même pas encore prononcé, qui sont déjà en couple. En fait, ils étaient déjà en couple, même quand ils étaient en couple avec celui dont ils ne s'est même pas encore divorcé. Ça veut dire qu'ils avaient déjà la maîtresse ou l'amant. Oui, oui. Le grand frère pourrait ajouter quelque chose. Se remettre d'un divorce, Ousmane Nana, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tant qu'il y a la volonté. Il faut du temps. Parce que ce qui t'a amené à la divorce, il faut chercher à savoir les causes pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes. Donc il te faut du temps pour faire ressortir ça avant de te mettre en couple. C'est donc très important comme conseil. Est-ce que Dr Aloïs Kaboré a d'autres conseils? Si vraiment j'ai un conseil à donner vraiment aux jeunes qui veulent s'engager, c'est surtout d'aller vers, comme le frère disait, ceux qui s'y connaissent. Ça veut dire que ceux qui ont l'expérience de la vie du couple, de ne pas s'engager comme ça, mais de se connaître vraiment. D'où l'importance de l'évaluation psychologique. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit au curé de ne pas célébrer un mariage tant qu'on n'est pas sûr que la personne ne porte pas des charges familiales ou charges personnelles. C'est-à-dire qu'avant le mariage, on fait une belle évaluation psychologique et on les guérit avant le mariage. Et ça peut se faire aussi au niveau des mairies, hein. Ça peut se faire au niveau des mosquées, ça peut se faire au niveau des églises protestantes. En une séance ou comment ça se fait? Ça veut dire que les candidats se présentent chez le psychologue qui fait vraiment des fouilles très minutieuses sur le plan psychogénéalogique, sur le plan psychologique, sur le plan humain. Et on fait une belle conclusion. S'il y a des charges, alors il demande au curé, par exemple, de suspendre la procédure du mariage, c'est-à-dire le processus là, et on les guérit en 1 mois, 2 mois, et on les soigne vraiment, et maintenant on les laisse maintenant se marier. D'accord. Alors, merci à vous, Ousmane Nana. Merci d'être venu et contribuer à travers vos enseignements et vos connaissances pour aider sûrement des couples à ne pas aller vers le divorce. Et merci à vous, docteur Aloïs Kaboré. Nous sommes à la fin du plateau.